Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Nous sommes le mardi 5 mars lorsque nous enregistrons cette émission et c'est pas un mardi comme les autres puisque aux États-Unis on appelle ça le Super Tuesday et on va en parler aujourd'hui parce que globalement le sujet de cette émission c'est les élections américaines. On ne va parler que de ça. Voilà, émission spéciale, petite mise à jour. On en avait déjà parlé déjà les dernières semaines. On avait fait déjà une première émission spéciale dessus il y a quelques mois. Ça devait être en novembre ou en décembre et aujourd'hui on se rapproche un petit peu quand même de l'échéance. On commence à avoir des premières dynamiques qui se mettent en place. On est plus certain que jamais du fait que Trump va incarner le camp conservateur républicain lors de ces élections, et de l'autre côté que ce sera bien Joe Biden aussi, à moins qu'il y ait une sorte de complot in extremis des démocrates pour le foot dehors, mais là j'y crois quand même de moins en moins. On y croit de moins en moins, mais en même temps il devient de plus en plus gâteux et ça devient de plus en plus visible, donc ça va être difficile de faire même ne serait-ce qu'un discours d'acceptation pendant le congrès démocrate. Enfin, la vraie question, c'est, tout le monde se dit, il faut le virer. Mais si on le vire, c'est Kamala Harris, alors donc panique générale, quoi. Ouais, mais alors justement, personne ne veut Kamala Harris. En plus de ça, Kamala Harris, faut dire qu'elle est encore moins bien placée que Joe Biden. Elle est pas gâteuse, mais on la comprend pas plus que Biden. Oui, quand elle parle, c'est... quelque part, c'est pire, parce que du coup... parce qu'on se dit que... Elle n'a pas d'excuse. Voilà, parce qu'on se dit peut-être que Biden, les rares moments où il n'est pas gâteux, peut-être il s'est aligné deux idées, mais c'est même pas le cas de Kamala Harris. Mais sinon, la grande rumeur aussi qui court depuis plusieurs mois maintenant, c'est l'idée de le remplacer par Michelle Obama, sauf que elle a pas du tout pris elle a pas du tout officialiser sa position sur quoi que ce soit. Je veux dire, c'est une pure rumeur qui peut-être aurait pu être crédible il y a quelques mois. Aujourd'hui, beaucoup moins. Elle veut pas se présenter. À mon avis, ça Obama, plus le temps passe, plus il apparaît comme ayant été un président très discutable. Donc, parce que c'est lui qui a refait naître aux États-Unis toutes les histoires de racisme qui étaient en voie d'extinction. Donc, on a besoin de Madame Obama et d'une ressucée de racisme, parce qu'elle est très violemment raciste, mettons, contre les Blancs en tout cas. Donc les États-Unis ont besoin de ça comme d'un trou dans la tête. Donc je suis même pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui voteraient même chez les démocrates chez elle, quoi. Ouais, c'est possible. On sait pas vraiment quel est son potentiel électoral. On sait pas ce qu'elle vaut en tant que pour faire campagne, quoi. On se souvient que Hillary Clinton, c'était pas suffisant pour faire une vraie campagne, et là vraiment on n'est pas du tout dans cette hypothèse là. Donc vraiment a priori ce sera Trump versus Biden. Alors on va quand même un petit peu parler de ce processus de primaire et de caucus, etc. Parce que donc aujourd'hui c'est le Super Tuesday, donc il y a je crois 14 États qui vont voter aujourd'hui. Alors avec des modalités à chaque fois différentes, c'est incompréhensible, savoir si c'est une primaire ouverte, semi-ouverte, primaire fermée. Ouverte, ça veut dire que les types du parti d'en face peuvent venir voter dans votre primaire. Voilà, c'est ça. Ce qui est compliqué, parce que du coup, ils peuvent voter pour un gars parce qu'ils pensent qu'il n'a pas une chance d'être élu. Enfin, exactement. Bref. Tout ça est compliqué. Et du coup, ça fait que, par exemple, il y avait ça au New Hampshire récemment. Donc, ça veut dire que on a des démocrates en fait qui vont voter pour Nikki Haley pour incarner le camp républicain. Enfin voilà, c'est des petites manigances un peu comme ça. Donc voilà, on a pas mal d'États aujourd'hui qui sont concernés, à savoir l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Californie, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, le Tennessee, le Texas, le Vermont, la Virginie, l'Utah. Et voilà, c'est ça. Donc c'est en un seul jour plus d'États qui sont consultés que l'ensemble des États depuis le premier caucus de l'Iowa qui s'était déroulé le 15 janvier dernier. Et donc, alors, ça veut pas dire forcément que à l'issue de ce Super Tuesday, Trump aura la majorité absolue des délégués qu'il faut pour remporter la primaire, c'est-à-dire 1215. Cependant, ce qui peut se passer, c'est que déjà, il est une écrasante quand même, une écrasante
tente percer encore plus qu'auparavant. Et puis Nikki Haley n'a rien, quoi. C'est la seule qui reste. Oui, c'est la seule qui reste. Et donc, elle a quasiment pas de voix déjà. Voilà, elle est à 43. Elle a 43 délégués. Trump, il est à 244, donc il est largement devant. En plus de ça, elle fait que descendre dans les sondages à l'intérieur des républicains. Donc tout ce qui peut la booster, en fait, c'est les démocrates qui vont voter dans les primaires ouvertes ou semi-ouvertes dans les différents États que j'ai cités précédemment. Et donc ce qui est tout à fait possible, c'est que à l'issue de cette journée, tout simplement, elle arrête de faire campagne parce qu'elle n'a pas envie de se prendre davantage. La question, c'est si elle arrête de faire campagne, est-ce qu'elle va appeler à voter pour Trump ou pas? Ouais. Et il y a des tas de gens qui disent qu'elle va pas le faire, mais si elle le fait, c'est très embêtant parce que si elle le fait pas, ça veut dire qu'elle aura trahi le parti républicain, et donc elle est cuite à jamais, quoi. C'est fini, elle pourra jamais se représenter nulle part. Surtout que Nikki Haley, alors c'est une ancienne diplomate, et elle était gouverneure aussi d'un État, je sais plus lequel. Oui, je sais plus lequel non plus. Et alors elle est plutôt fidèle à l'ancienne école du parti républicain, donc c'est plutôt l'école des années 2000, avec ce qu'on appelait les néocons, donc les rhinos, les Republican Name Only, c'est-à-dire c'est les Bush, voilà, c'est les Bush, c'est les Mitt Romney, c'est les mecs comme ça, qui étaient pas très intéressants, quoi. Et en plus de ça, elle a du mal à incarner ses idées parce que alors elle est dans une vision assez impérialiste elle est pour la guerre. Alors là, ce qui est certain, c'est qu'elle va envoyer plein de pognon à l'Ukraine, ça c'est sûr, ça. Ça c'est sûr. Donc elle veut tenir tête à Poutine, sauf que le problème c'est que en fait on la voit tout simplement pas faire ça, quoi. Pour tenir tête à Poutine, il faut avoir des armes, il faut avoir une armée, ils ont plus de munitions, ils n'ont pas d'usine pour refaire des munitions. Les usines tournent à plein pour refaire des fusées là, mais ils en livrent pas beaucoup. Donc si vous voulez, le vrai problème, c'est que plus la guerre dure et plus le système militaro-industriel russe monte en puissance et le système militaro-industriel américain et européen s'atrophie parce que on n'a ni les hommes, ni les usines, ni les matériels, ni rien, quoi. Donc c'est son premier souci, c'est qu'elle n'a pas du tout les moyens de son discours politique, en fait. Et puis derrière, alors pour rassurer la base on va dire, des fidèles républicains, elle feint une sorte de véritable conservatisme sur le plan sociétal, donc sur la question des transsexuels, etc. Là, d'un coup, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fiche, c'est pas vraiment les enjeux du moment. Donc, au vu de ces éléments, il fait à peu près aucun doute que Donald Trump représentera le camp républicain en 2024. Si c'est pas officiel aujourd'hui, ce sera sûrement officiel le 19 mars, parce qu'il y aura aussi d'autres États qui seront consultés ce jour-là, notamment le Texas et la Floride, qui ont beaucoup de délégués. Et donc là, il risque d'avoir la majorité absolue, les 1215, si jamais Nikki Haley n'arrête pas sa campagne d'ici là. Donc, partant de ce constat, on va quand même imaginer ce que ça va faire. Donc, cette élection. Trump sera là certainement. Voilà. Biden, on va peut-être le retirer médicalement, mais à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est qu'au Congrès du Parti démocrate, ils peuvent essayer de donner un vote libre au type à la place d'avoir, ils ont un mandat combinatoire. Ouais. Chacun peut avoir un vote libre et à ce moment-là, ils votent pour un gars au moment du congrès, mais mais reste à déterminer qui, parce que là ils ont personne. Ils n'ont pas grand monde dans les listes. Je vois pas, pour essayer le Newsom, le gouverneur de Californie. Mais enfin, tout le monde le déteste et il a foutu la Californie à feu et à sang. Donc je vois pas très bien. Ils n'ont pas de personnalité bien intéressante, quoi. Ouais, c'est ça. Donc personne en fait ne veut vraiment tenir cette. Ils peuvent essayer de faire venir un général comme Petraeus, là, l'ancien patron de la CIA. Mais à ce moment-là, si les démocrates, tout ce qu'ils trouvent, c'est un général. Ça va donner une idée de qui supporte les efforts de guerre aux États-Unis. C'est le Parti démocrate. Donc, ça va amener toute une série de gens à aller voter dans l'autre sens, ceux qui veulent plus la guerre, tiens. Donc c'est c'est une émission bizarre parce que vous avez d'un côté un type que personne enfin que les médias ne veulent pas, etc., qui est Clinton, qui est Trump, et de l'autre côté, vous avez un gars dont tout le monde sait qu'il est incapable de faire son boulot. Donc c'est quand même curieux que dans une grande démocratie,
le système de désignation des candidats, au moins il a été concurrentiel du côté républicain. Il y a des gars qui se sont présentés, bon, ils ont été laminés. Mais du côté démocrate, tout en sachant qu'il était complètement gâteux, qu'il était incapable de prendre une décision, que tout ce qu'on trouve à présenter à ces élections, c'est Biden, c'est vraiment le désert des tartares. Alors, je trouve que vraiment les hommes politiques se ramollissent parce que j'imagine qu'un mec comme Biden, président sortant, je pense que dans les années 60, 70, 80, il y aurait eu un nombre de complots à l'intérieur du camp démocrate pour le faire sortir et pour prendre sa place qui aurait été juste hallucinant. Il aurait peut-être eu un accident de voiture aussi. Il aurait peut-être eu un accident de voiture, comme ça s'était passé avec Kennedy. Mais ce que je veux dire, c'est extraordinaire. Donc vous avez l'impression qu'il y a une toute petite partie de gauche, c'est-à-dire toute l'extrême gauche, qui a pris le contrôle du Parti démocrate, avec l'aide d'Obama, qu'ils ont réussi à mettre ce gars-là, parce que d'un seul coup, au moment justement des primaires démocrates, tout le monde s'est désisté en faveur de Biden, parce que, bon, je ne sais plus pour quelle raison, mais il y avait eu... donc on a eu Biden, dont on savait déjà qu'il était gâteux. Mais alors, ce qu'on sait aussi, c'est que non seulement il est gâteux, mais aussi il a probablement des affaires de corruption aux fesses, parce qu'on commence à savoir que son frère a touché plein d'argent, son fils a touché plein d'argent, ses petits-enfants ont touché plein d'argent, c'est d'argent dont on ne sait pas très bien d'où il vient, ou plutôt on le sait très bien, et donc, c'est quand même une question extraordinaire, c'est comment le Parti démocrate en est-il arrivé à sélectionner un type dont, dans le fond, tout le monde savait à Washington depuis toujours qu'il était très corrompu, que sa famille était très corrompue, qu'il était gâteux et dont le contrôle avait été pris par l'extrême gauche du Parti démocrate, donc de la politique qui agace beaucoup les Américains, d'entrée de l'immigration, etc. Donc vous vous dites, mais autrefois, le système de désignation des candidats était quelque peu ouvert, il se passait des trucs, les gens se mettaient sur la gueule. Il y avait des vrais candidats qui se présentaient, quoi. Et qui se mettaient les uns contre les autres, il y avait des belles batailles. Et là, on nous présente une momie à moitié pourrie, dont l'entourage le plus proche est corrompu, et qui est entouré de fous profonds, woke, extrême gauche, xénophobes, enfin qui aiment un peu plutôt xénophiles et qui sont autonophobes, ils détestent les... Donc, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce système qui nous amène... deux candidats comme ça? Ouais, c'est très curieux. Parce que moi, par exemple, à titre de comparaison, lors de l'élection de 1968, c'était Lyndon Johnson qui se présentait en tant que président sortant. Et il a quand même perdu la primaire démocrate. Mais parce que, voilà, c'est la guerre du Vietnam. Donc il s'est arrêté. Ouais. Il n'a pas été. Et donc c'est Nixon qui a été élu. Mais... si vous voulez, une élection, Johnson, c'était lui aussi une crapule extraordinaire et un type extraordinairement corrompu, mais il avait une certaine stature et puis il n'était pas gâteux. Moi, ce qui m'étonne, c'est que comment se peut-il que dans une démocratie, le système de désignation amène à un gars qui est évidemment en état de gâtisme avancé. Mais comment est-ce possible même? Non, vraiment, c'est une très bonne question. Je pense que la seule réponse possible, c'est juste que il est porté en fait par ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire son entourage, et aucun d'entre eux ne veut se présenter parce que je pense déjà ils arriveraient pas à se mettre d'accord, et ça se trouve c'est pas dit qu'ils fassent mieux. Et puis il y en a pas, tous en avoir, il y en a pas un qui a été élu à quoi que ce soit. Sont tous des petits hommes gris qui crapahutent depuis des années à l'intérieur du Parti démocrate, qui sont arrivés, qui soient ministère de la Défense, qui soit le ministre... Bref, c'est tous des petits hommes gris. Il n'y en a aucun, si vous voulez, pour lequel vous lèveriez pour aller voter le dimanche. Ouais, c'est vrai. Donc il est entouré d'une série de médiocres complètement remarquables, un petit peu comme chez nous, si vous voulez. Vous ne connaissez pas le nom du ministère de la Défense, vous ne connaissez pas le nom du ministère des Affaires étrangères, ça n'a pas d'importance. Donc, nos démocraties on voit la même chose en Angleterre, où l'entourage de Sunak, j'arrive même pas à comprendre comment ces gars sont là. Et donc, vous avez en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis, le système soi-disant démocratique, entre guillemets, qui nous amène que des clampins complètement nuls.
Mais et alors après ça, je lis dans Le Monde hier, que je ne lis jamais, mais enfin c'était un petit entrefilé, donc je l'ai parcouru, que ça posait des problèmes parce que aujourd'hui, le camp des démocraties devait faire face à une hostilité de plus en plus profonde du côté des pays autoritaires. Mais aujourd'hui, personne de raisonnable ne peut dire que nos pays sont des démocraties. Si vous trouvez que M. Macron est arrivé de façon démocratique, que Sunak est arrivé de façon démocratique, que Biden est arrivé de démocratique, ils sont tous arrivés parce qu'ils ont été désignés par une espèce de sous-État qui les a amenés là, qui les a mis là comme on met des potiches. Donc, c'est une fausse démocratie contre... Mais on peut plus dire que nous représentons la démocratie. Je pense pas qu'il y ait personne dans le monde qui puisse dire qu'aujourd'hui, par exemple, la construction européenne est démocratique. Ouais. Foutez de ma gueule, on vote pour rien. Après, comment dire, je pense que l'élection de 2024 sera forcément plus démocratique que l'élection de 2020. Parce qu'il y avait quand même plusieurs conditions à l'élection de 2020 qui ont fait que, déjà, il y avait une énorme partie de l'électorat américain qui n'était pas au courant des choses qu'il aurait dû ou voulu savoir. Oui, on leur avait caché des choses. Et puis en plus, il y avait le Covid, ce qui a permis des votes par correspondance. Et comme le disait Pompidou, les votes par correspondance, c'est ce qui permet toutes les fraudes. Donc l'élection de 2020 est extraordinairement douteuse. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est mais qu'est-ce qui est en train d'arriver à la démocratie que pour que partout, on ait des non-êtres. Des gens qui n'existent pas. Macron, si vous voulez, je ne sais pas d'où il sort, mais il doit avoir un sang vert ou j'en sais rien. Il n'est pas comme tout le monde, ce mec. Je veux dire, il va faire le flamboyant au ministère de l'Agriculture, mais il est entouré de 2 bataillons de CRS et 3 bataillons de gendarmes. Donc, et deux ministres qui sont juste derrière lui, qui amorphes, qui disent rien. Sunak, un milliardaire indien, qu'est-ce qu'il faut à la tête du gouvernement britannique? J'en sais rien, je n'ai jamais compris. Les 3 fous en Allemagne, là, le social-démocrate, qui gouverne avec le libéral, qui représente plus rien d'ailleurs, et les écolos, qui font une politique qui est complètement contre tous les intérêts de l'Allemagne, y compris vis-à-vis des États-Unis, de l'énergie. Et donc, vous vous dites, mais qui désigne... Ce que j'essaie de dire, c'est que la méthode de désignation de nos gouvernants ne marche plus du tout. Elle ne correspond plus du tout à ce qu'il veut le peuple. Donc on se retrouve avec des gens qui gouvernent là-haut et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe là, et il n'y a plus aucune communication entre les deux. Ouais. Les gens détestent ce qui est là-haut, mais les gens qui sont là-haut, ils savent, à la limite, ils ne savent pas qu'on les déteste parce qu'ils ne voient jamais les gens du bas. Donc il y a une rupture entre... Donc, ce qui est certain, c'est que la méthode de désignation de nos votants, de nos gouvernants dans les démocraties aujourd'hui ne fonctionne plus. Ouais. Je pense que ce qui fait en grande partie que ça ne fonctionne plus, c'est la différence énorme d'idées et de vote entre ce qu'on appelle les élites et le peuple. C'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, on compare ce que votent les Parisiens à ce que votent les Français de manière générale. Globalement, on a Chirac et Jospin, quoi. Aujourd'hui, on compare ce que votent les Parisiens à ce que votent les Français. Chirac et Le Pen. Oui, mais je veux dire, oui, certes. Celui qui est passé, c'était déjà un coup d'alerte. Certes. Non, mais vous avez raison. C'était déjà un coup d'alerte. Le fait que ce soit Le Pen à la place de Jospin, ça a été déjà un truc. Non, mais c'était, bien sûr, je dis, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, il y avait quand même plus de ressemblance entre le vote entre le vote parisien et le vote du pays, mais vous avez raison, c'était Le Pen qui était au deuxième tour. Le verre était déjà dans le fruit. Aujourd'hui, le vote parisien, c'est exclusivement Macron et Mélenchon. Mais je ne suis même pas sûr, quand vous avez Madame Hidalgo qui représente ça, soi-disant, etc., quand elle se présente aux élections présidentielles, elle veut faire 1,5% des voix. Moi, ce qui me paraît étonnant, c'est qu'aujourd'hui, dans les élections législatives, par exemple, il y a plus de la moitié des gens qui ne vont pas voter. Ça veut dire que les gens sont conscients que cette façon de désigner, ça ne marche pas du tout. Et du coup, ils votent avec leurs pieds, ils ne vont plus voter. Et ça veut dire que aujourd'hui, dans nos pays, la façon d'être désigné, c'était une façon d'acquérir ce qu'on appelle la légitimité.
Et aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est dans tous ces gouvernements que je viens de mentionner, il n'y en a aucun qui soit légitime. C'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on a déjà eu des gouvernements légitimes? Selon vous, quand est-ce que cette notion de légitimité s'est c'est une notion gaulliste. À la fin de la 4e, si vous voulez, c'était tout à fait évident que tous ces gars qui gouvernaient, qui s'agitaient, etc., les Vincent Auriol et compagnie, ils étaient tous illégitimes, quoi. C'était des pantins. Bien sûr, vous pouvez dire aussi que quelque part, à partir du moment où il y a eu Munich, comment il s'appelait le Premier ministre anglais de l'époque, il était devenu illégitime. Donc oui, il y a plein de gouvernements. Chamberlain. Pétain, au début, il était légitime, puis à la fin, il n'était plus. Ouais. Parce que justement, il avait pas su prendre le virage de maintenant on commence à se battre. Donc oui, il n'y a rien de plus dramatique dans une démocratie quand le gouvernement devient illégitime. Ouais. Or aujourd'hui, il n'y a pas un seul de nos gouvernements qui soit légitime. Ouais. C'est quand même un des trucs les plus graves que j'ai vu de ma vie. Le souci, c'est qu'on aurait beaucoup de mal à trouver une personnalité qui fédère vraiment une large majorité. Et si par exemple vous en trouvez un, parce que ce brave Trump, on peut dire ce qu'il veut, mais il y a du monde à ses meetings, oui. Tous les intellos, tout le monde lui tape dessus en disant que... donc, le simple fait d'être populaire auprès du peuple est un marqueur comme quoi vous êtes un salopard et qu'il ne faut pas voter pour vous. Mais, c'est-à-dire que celui qui aurait une légitimité historique, la gauche trouve que surtout il ne faut pas voter pour lui. Ouais. Ils sont fous. Effectivement. Ils sont fous, c'est-à-dire que pour eux, je ne sais pas d'où vient la légitimité, j'en sais rien. Alors ils m'expliquent que c'est les cours de justice, mais comme les cours de justice sont remplis des mêmes créatures qu'eux, il se passe un deuxième phénomène qui m'inquiète énormément, c'est que la justice devient illégitime. Les gens ne croient plus dans les décisions de justice. Totalement. Alors si le pouvoir législatif, si le pouvoir n'est pas légitime et si la justice est perçue comme injuste, ça va se terminer avec la boîte à claques qui va ouvrir. Hein. Là, fort heureusement, donc on n'en a pas encore parlé, mais effectivement hier, la Cour suprême à 9-0 quand même, donc même les juges. Mais la 9-0, elle n'a pas dit que Trump, elle a dit que les États, aucun État n'avait le droit de fixer de nouvelles conditions pour justifier l'élection de la présidence. Elles ont été fixées. Il y a 2 conditions. Et ça n'est pas du pouvoir d'un État de changer ces des conditions qui sont dans la Constitution. Donc ils ont simplement dit 9-0. Vous ne pouvez pas changer les règles qui vous... En quelque sorte, ce n'est pas du ressort des États de dire que tel ou tel peut concourir. Oui. Ça dépasse leur pouvoir, voilà. Oui. Mais ils ne pouvaient pas en être autrement, d'ailleurs. Oui, mais du coup c'est quand même important parce que on l'avait commenté, il y avait peu de chances que ce soit pas... C'était impossible, c'était même pas jouable. Par contre, le deuxième truc qui arrive qui est très important, c'est on va y avoir une deuxième décision de la Cour suprême sur est-ce que le président des États-Unis il peut pas être inculpé pour quelque chose qu'il a fait pendant son mandat. Voilà, c'est donc voilà, c'est la non-inculpation parce que sinon, à ce moment-là, dès qu'un type perd le pouvoir, le suivant le met en justice, le met en prison, etc. Donc, c'est une décision, quoi, parce que il y a toute une série de gens qui se disent aux États-Unis que, logiquement, on pourrait inculper Trump parce qu'il a fomenté une insurrection le 6 janvier, là. Ouais. Mais le vrai problème, c'est que cette insurrection du 6 janvier, pour l'instant, il n'y a pas eu une personne condamnée parce qu'il y aurait eu une insurrection. C'est-à-dire qu'il faut prouver l'insurrection. Et il faut prouver aussi que Trump y a participé. Et qu'il l'a initié, qu'il l'a organisé. Or, personne n'a rien prouvé de tout ça. Ouais. Il y a des émeutiers qui ont été condamnés pour avoir créé une émeute, mais c'est pas la même chose qu'une conspiration. Ouais, tout à fait. Donc, il y a toute une série de gens qui disent qu'il n'a pas le droit parce qu'il a fait une conspiration, mais personne ne l'a prouvé en justice, cette conspiration. Et pour l'instant, elle n'a pas été prouvée. Donc... mais il y a des gens qui voudraient attaquer Trump maintenant en disant qu'il a été à l'origine de cette... et lui, il dit, j'étais encore président des États-Unis au moment où j'ai fait ça, donc je ne peux pas être attaqué sur des choses que j'ai fait pendant que j'étais président. Et donc, on va savoir si la Cour suprême accepte ou pas la non-responsabilité du président des États-Unis. Une irresponsabilité présidentielle, effectivement. Et ce qui serait très embêtant s'il y avait les six juges républicains qui votaient, et puis les 3 juges de gauche qui votaient le contraire, parce qu'à ce moment-là, on serait dans où on délégitimerait la Cour suprême. Ouais, tout ça, c'est très embêtant parce qu'on voit bien que le but, c'est toujours de délégitimer nos institutions. C'est-à-dire que petit à petit, on leur fait perdre toute valeur aux yeux du public,
et qu'à la fin, on se retrouve avec un général, des bottes et des casques et des baïonnettes. Ouais. Parce que ben là, la légitimité de la force, on comprend. Oui, effectivement. Bah oui, le souci, c'est, comment dire, la volonté. D'ailleurs, c'était exactement la motivation des médias totalement pro-Biden pendant l'élection de 2020. C'était de délégitimer. Voilà, c'était de délégitimer. L'objectif, c'était pas le respect de la démocratie. L'objectif, c'était pas de dire, regardez, voilà tel candidat, voilà ce qu'il propose, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il a fait. L'autre, pareil, votez maintenant en votre âme et conscience et que le meilleur gagne. C'était, non, regardez, Trump, il est horrible, il est moche, regardez, il s'est pété la gueule, il a raté une marche dans l'avion, regardez, il a son beau-fils qui a liké le post d'une actrice porno sur Twitter, j'en sais rien, que des trucs comme ça. Et de l'autre côté, Biden, oui, non mais Biden ça va, il y a pas de problème. Non, attendez, non mais parce que Biden, non, c'est sérieux Biden. Attendez, il a été vice-président, regardez tout ce qu'il a fait. Non, attends, on va pas croire des racontards de mecs de Twitter. Non, donc effectivement là-dessus, il n'y a pas eu un respect global des institutions, de la volonté, de respecter la démocratie. Moi, ce qui me surprend le plus dans tous ces gens qui veulent être élus, c'est que finalement, ils ne croient pas à l'élection. Parce que dans la mesure où ils le peuvent, ils essayent de frauder. Moi, c'est toujours ce qui m'a sidéré. Vous regardez par les élections du Parti Socialiste en France, pour savoir si c'était Mas et Martine Aubry ou Ségolène Royal. Ouais. Mais ça a été un bourrage d'urne, mais c'était grotesque. Ouais. Donc pareil chez les LR, à leur première, là, entre Fillon et Copé, pareil, comme ils étaient à 50-50, c'est la question, qui avait bourré les urnes. C'était le roi des urnes, le roi du bourrage des urnes. Donc, vous avez ces gars-là qui vous expliquent qu'il faut respecter la démocratie, les élections, mais en interne, s'ils peuvent tricher, ils trichent comme des fous. Ça veut dire qu'ils doivent tricher aussi dans la réalité. Donc, on a toute une série de gars qui pensent que ce qui compte, c'est d'arriver au pouvoir. C'est pas ce qu'on va faire une fois qu'on est au pouvoir, mais si j'arrive au pouvoir, je suis justifié dans tous mes crimes. Ouais. Mais c'est même pas pensable. Ouais. Donc c'est le vrai problème que j'ai aujourd'hui, c'est que nos systèmes de désignation de nos élites ne sont plus cohérents. Ils marchent plus. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est une bonne question. Le problème, c'est que est-ce qu'on est dans une impasse ou est-ce que c'est juste il y a juste une nécessité de réformer? Parce que par exemple en France, on peut totalement imaginer qu'on change de mode de scrutin, peut-être même qu'il n'y ait plus d'élection présidentielle, que c'est pas forcément un truc dont on a besoin encore aujourd'hui, parce qu'en fait on est dans un système justement trop présidentialiste où Macron en fait tout, ses ministres sont inexistants. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de ligne directrice globale et cohérente. Après, aux États-Unis, c'est différent. Ça a à peu près toujours été comme ça. Donc là, eux, je vois pas forcément comment ils peuvent changer la manière qu'ils ont de désigner leur chef. C'est qu'il peut y avoir de plus en plus, à mon avis, c'est une direction dans laquelle on va aller, de plus en plus de rébellions dans les États. Ouais. Contre les décisions imbéciles prises par Washington. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit quelque part que des gens comme le Texas sont en train d'essayer de reprendre le contrôle de l'immigration sur leur territoire, qui dépend en principe du gouvernement fédéral. Et donc on peut avoir la même chose un peu partout. L'éducation, ça peut aussi. Donc, aux États-Unis, ils ont un truc sur lequel ils peuvent retomber si le pouvoir central pourrit complètement, c'est les pouvoirs régionaux qui reprennent leurs prérogatives. Nous, on n'a plus rien, puisque les régions, ça n'existe pas, les départements, ça n'existe pas, les municipalités, ça n'existe plus. Donc le problème, c'est que si la tête meurt... Oui, il n'y a pas vraiment le reste... on n'a pas de rechute, on n'a pas d'endroit où choper. C'est vrai. C'est très curieux. C'est sûr, pour les États-Unis, effectivement, on semble se diriger... il semblerait que... D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était une des premières questions, en fait, qui a en fait quasiment décidé du premier clivage en fait politique aux États-Unis, et c'est un clivage qui est en train de réapparaître. Alors pas de manière aussi nette qu'il y a 200 ans, même un peu plus, 230, mais on voit quand même venir cette question de la subsidiarité, c'est-à-dire est-ce que c'est l'État fédéral qui doit prendre plus de place ou est-ce que c'est les États, eux, qui doivent reprendre plus d'autonomie. Et aux États-Unis, ils ont un avantage assez grand, c'est que la population veut voter avec ses pieds. C'est-à-dire que comme ils en ont marre de la façon dont ils sont traités à New York, les hommes d'affaires, comme ils viennent de traiter
Trump lui collait une amende sur un crime qui n'existe pas, qui n'a pas fait de victime, c'est quand même une nouveauté juridique, ça. Et ben, il y a plein d'hommes d'affaires qui se barrent. C'est-à-dire que, on voit très bien que la Californie est en train de s'écrouler, et tous les types intelligents de Californie sont en train d'aller au Texas. Au Texas ou en Floride. C'est ce qu'a fait Musk, c'est ce qu'est en train de faire Sylvester Stallone. Donc il y en a plein qui s'en vont comme ça, il y en a plein. Et puis tous les endroits où il y a les subventions les plus énormes, dans le nord-est des États-Unis ou à Chicago, ils sont en train d'être en crise financière monstrueuse. Ils vont sans doute sauter avec tout leur système de protection sociale. Donc, ils ont cette possibilité. L'American Bass peut dire, il me casse les pieds à Boston, je vais aller en Floride. Et il y a des universités, il y a tout, et ils n'ont pas de mouvement à faire. Et ça, c'est un avantage énorme. Et nous, si vous voulez, je vois pas ce à quoi j'échapperais si je partais de Paris en Avignon ou à Toulouse, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Ça changerait quoi dans ma vie? Ça, c'est un assez gros défaut de la France, effectivement, et qui, en plus de ça, peut prolonger, en fait, justement, son déclin, parce que il y a personne qui se lève. Par exemple, si ça marche pas du tout, en Seine-Saint-Denis, mais que ça marche très bien dans les Alpes-Maritimes, en fait, on a des transferts de richesses de l'un à l'autre, alors que, justement, dans les États américains, si vous avez un système qui se pète la gueule, faut pas trop compter sur le Texas et la Floride pour venir financer effectivement le Michigan, quoi. Donc là, ça c'est un système effectivement de libéralisme politique, c'est-à-dire de choisir, en fait, d'avoir une cohérence de choix entre la manière dont vous votez et la manière dont vous vivez. Et ça, je trouve que c'est excellent, parce que voter pour davantage d'immigration, davantage de transfert de richesses, etc., lorsque vous habitez dans le 7e arrondissement, je trouve ça pas très réglo, en fait. C'est pas très honnête. Donc pareil, si l'électorat de New York trouve ça tout à fait normal qu'il y ait 6 millions de personnes qui passent illégalement à la frontière sud, si en fait s'ils n'en subissent pas les conséquences, forcément ça les engage pas à grand chose, sauf que le Texas, eux, ils comprennent direct, quoi, ce que ça veut dire. C'est tout à fait évident. Donc, le vrai problème, c'est, je crois qu'en effet, on est arrivé à un degré de complexité de la sélection, qu'on sélectionne des gars, je sais pas en fonction de quels critères, mais en tout cas qui n'ont plus aucun rapport avec les problèmes. Autrefois, quand la plupart des politiciens venaient de l'échelle locale, c'est-à-dire qu'ils avaient été maires de leur commune, puis ils étaient devenus, le cas échéant, députés au conseil général, puis ils montaient comme ça. Mais aujourd'hui, on a des gars qui sont formés des écoles à Paris, qui ensuite descendent, mais qui n'ont jamais rencontré, qui n'ont jamais vu un... Ils savent pas si les cornes de la vache, c'est devant ou derrière les oreilles, quoi. Donc, c'est vraiment... Donc, on a créé des zombies, une école de zombies, il y en a partout, qui se multiplient comme des lapins, et qui utilisent des mots, mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité qu'ils sont censés gouverner. Donc, on a des gars qui sont... coupés des réalités. Et alors qu'ils parlent aux journalistes. Oui. Mais alors ça, par exemple, une nouvelle personnalité qui vient tout juste d'arriver dans le paysage politique et audiovisuel français, c'est Valérie Hayé, ou Ayer, je sais pas comment on prononce. Alors, personne ne la connaît, bien sûr. Elle vient Pas moi, en tout cas. Elle vient d'arriver la semaine dernière, parce que on a appris que c'était elle qui était la tête de liste pour Renaissance aux élections européennes. Et ce qui est formidable, alors je sais même pas exactement d'où elle sort, personne la connaît, elle sort de nulle part, enfin bref. C'est pas une cousine de Duhamel ou de... Je crois qu'elle est juste députée européenne. Elle était du coup sur la liste Renaissance la dernière fois, sans être tête de liste. Et là, ils ont décidé qu'elle était tête de liste. C'est plus belle. Oui, c'est Renaissance, oui, pardon. Oui. Je confonds. Et alors, juste les éléments de langage de cette personne, c'est juste fantastique. C'est robotique. C'est robotique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fond. C'est juste, nous, on est résolument européens. On croit que les Français ont besoin d'Europe. Mais il n'y a pas d'idée de fond. Où est-ce qu'on est, là? On n'est pas au concours de slogan de l'Europe, c'est le manque de démocratie, c'est-à-dire... Mais ça ne veut rien dire, quoi. Enfin, vous savez, j'avais ce petit truc drôle, vous jouer, vous aviez des éléments de langage, vous tourniez comme ça... La France, puis il y avait un deuxième truc, aura besoin, ou sera toujours, vous voyez, deuxième truc. Puis vous pouviez tourner, vous trouvez souveraineté nationale pour mieux
aider à la croissance du monde. Vous voyez. Donc vous pouviez tout tourner comme ça, vous voyez des trucs, ça vous faisait des phrases qui voulaient dire quelque chose à chaque fois. Bah là, c'est exactement ça. C'est vraiment des phrases au pif. Et il n'y a aucun fond, il n'y a aucun début d'idée. Quand il y a des questions un peu concrètes qu'on lui pose, elle ne sait pas répondre. Par exemple, à un moment donné, il y avait cet échange, je sais plus sur quel plateau c'était, je crois que c'était sur France 5 ou sur BFM. Vous avez des drôles de façons de regarder la télévision. Ouais, non mais... Pourquoi vous allez là-bas? C'est obligatoire, vous savez, on vous force pas. Hein. Non mais je sais, mais c'est... C'est maladif chez vous. Je me l'injecte dans les veines, je m'injecte du politiquement correct journalistique comme ça. Mais en gros... Vous vous rendez compte les sacrifices qu'il fait pour vous? Ouais, voilà, reporter de terrain. En gros, on lui demande... Regardez BFM TV. On lui demande ce qu'elle pense, par exemple, de l'immigration. On lui dit, est-ce que vous pensez qu'il y a trop ou pas assez d'immigration? Et elle dit, ça, c'est aux acteurs économiques de nous dire s'ils ont besoin ou pas d'immigration. Machin. Le mec lui repose la question, il dit, oui, mais vous pensez qu'il y en a trop ou pas assez? Il dit, encore une fois, c'est aux acteurs économiques de nous dire, machin. Alors le mec, il dit, mais du coup, c'est aux acteurs économiques de décider quelle est notre politique migratoire? Non, pas du tout. Il faut avoir nous-mêmes nos idées, mais enfin, il faut savoir quand même demander aux acteurs économiques. Machin. Donc, en fait, c'est juste, on lui pose une question quand même relativement simple. Elle ne sait pas répondre. Et elle répond en même temps. Elle répond en même temps, et elle répond rien, elle répond à côté, et ses réponses ne l'engagent pas elle-même, parce que derrière, elle nous dit concrètement que c'est les acteurs économiques, alors reste à définir ce que c'est les acteurs économiques, mais qui doivent définir la politique migratoire, et ensuite quand on lui dit, du coup c'est eux qui doivent définir la politique migratoire, elle dit non, pas du tout, il faut que nous-mêmes on ait notre propre politique, et ensuite, oui, mais du coup, laquelle est-elle? Je ne sais pas. C'est la fameuse histoire de quand Obama avait changé la médecine aux États-Unis, la nouvelle politique de la sécurité, Obamacare, ouais. L'Obamacare, etc. Et il y avait toute une série de gens qui avaient dit, alors, c'est extraordinairement compliqué, mais vous votez pour et on découvrira ce qu'il y a dedans au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. C'est parce que c'était un texte qui était gros comme ça. Ouais. Donc, dans le fond, tous ces braves gens, ils font de la politique, on leur donne un budget, par exemple, le budget de la France, je crois qu'on leur donne les titres au moment où ils votent pour le budget. Une semaine avant l'élection, si on a du pot, il doit y avoir à peu près 10 500 pages à lire, quoi. Ouais. Alors, comment voulez-vous qu'un député lise 10 500 pages, je sais plus combien, du budget? Et donc, c'est une façon de forcer les députés à voter le budget, non pas en fonction de ce qu'ils pensent, mais en fonction de ce que leur dit leur parti. Ouais. Donc, on hésite. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir une chambre des députés où il y en a, je sais pas, 570, j'en sais rien. Il suffirait d'en avoir 4 ou 5, chacun représentant un groupe, et qui appuie sur 45 boutons. Donc tout ça, c'est une espèce, encore une fois, de dématérialisation de la responsabilité individuelle de chaque homme politique pour la noyer dans un truc collectif où finalement une chatte ne retrouvait pas ses petits. C'est pour ça que la démocratie crève. Ouais. Donc encore une fois, on n'est plus en démocratie. C'est quand même la première des leçons à tirer. On a des élections, mais ces élections sont à peu près aussi intéressantes que celles qui se passaient sous Staline. Mmh. Ce ne sont pas des élections. On n'a pas le choix, on n'a pas de méthode pour faire sortir des gens nouveaux. Mmh. Oui, c'est vrai. On a le droit de voter pour un zombie ou pour un autre. Justement, je me posais la question, on l'a commenté largement vis-à-vis de l'élection de Milei en Argentine. Je me dis, mais je vois pas comment ça pourrait arriver en France dans les conditions actuelles. Ça arrivera le jour où les subventions que les gens reçoivent de l'État ne vaudront pas le papier sur lequel... c'est quand les subventions vaudront 0, les gens se diront, il faut peut-être que je me mette au boulot. Parce que pour l'instant, c'est la vieille truc que disait Bastia, l'État, c'est le mythe qui permet à chacun d'espérer vivre aux dépens des autres. Donc, vous dire, par exemple, ce jeune qui est là, on le paye des sommes monstrueuses. Et n'avait même pas idée. Même pas idée. Et comment il vit? Simplement parce que Emmanuel et moi, on se donne du mal. Mais voyez, pendant que lui, il branle rien. Mais ça, c'est la base de l'État, c'est d'espérer que vous allez pouvoir piquer du pognon aux autres. Vous voyez, donc ça ferait un très bon serviteur de l'État, celui-là. Mais je me marre, bien sûr. Non, mais voyez le principe, c'est le principe même de l'égoïsme, c'est-à-dire c'est le principe du passager clandestin. Je fous rien, mais il y a les mecs qui rament et le bateau avance. Ouais. Mais à partir du moment où tous les mecs s'arrêtent de ramer...
Mais effectivement, en plus, là, j'ai vu qu'on avait le plus mauvais déficit de dépenses publiques depuis le Covid sur un mois. C'est-à-dire que sur le mois de janvier, on est à moins 26 milliards. Ben, si on rentre en récession, ça va être un bain de sang. Ouais. Et j'ai vu aussi que le nombre de fonctionnaires avait encore augmenté sur l'année 2023 et qu'aujourd'hui 22% de la population française est composée de fonctionnaires. Alors c'est une question très intéressante parce que combien de gens votent pour, dans les sondages, en marche arrière, là, c'est comment ça s'appelle leur parti? Oui, Renaissance maintenant. Renaissance ou Réforme? Non, Réforme, enfin marche arrière, je sais plus quoi. Bref, à peu près 21%. Ouais. Donc, on se retrouve dans la situation argentine où il y a 21% de la population, ou 30%, je sais pas combien, qui votent pour l'État parce que comme ça leur permettait de le passager clandestin. Mais encore une fois, quand les types refusent de ramer les autres, comme ils font rien de bien utile, c'est eux qui crèvent de faim. Bien sûr, mais ça d'ailleurs c'est un shift quand même assez important. On l'avait commenté il y a 2 ou 3 semaines. C'est-à-dire qu'au-delà juste des nombres en eux-mêmes qui parlent d'eux-mêmes pour les intentions de vote pour Marine Le Pen ou pour Jordan Bardella, ce qui est intéressant d'analyser, c'est de quoi sont composés ces votes. Et on voit que notamment déjà toutes les classes d'âge d'actifs, c'est-à-dire en gros les plus de 25 ans et les moins de 65 ans, ainsi que les classes plus aisées, notamment les CSP+, sont de plus en plus pro Marine Le Pen, alors que pourtant il faut quand même leur tirer les verres du nez. Il a fallu du temps pour qu'ils s'y mettent, parce que je pense que le vote Le Pen c'est pas forcément un énorme vote d'adhésion, mais c'est juste ils se disent la situation est tellement terrible sous Macron que actuellement il n'y a pas mieux dans l'offre politique telle qu'elle est composée. Ben non, il y a là. Donc on va voir au moment, parce que les gens pourront voter Zemmour aussi, parce que c'est une proportionnelle, donc ça, il faut pas voter utile là. Mais ce qui est certain, ce que je répète, en tout cas, il faut voter contre les Républicains, il faut voter contre ce parti grotesque du président de la République. Tous ceux qui ont, de près ou de loin, il faut voter contre Bayrou, qui ont de près ou de loin permis cette dégénérescence de la France par abandon de ses souverainetés, vous devez les sanctionner de façon épouvantable. À part ça, vous votez pour qui vous voulez, mais vous ne votez pour aucun de ces 3 partis-là. Ils devraient être mis contre le mur, quoi. Ils sont des traîtres. Et alors, pour revenir un petit peu à notre sujet initial qui était les élections américaines, hier j'ai fait un travail de fond en fait j'ai regardé à peu près... j'ai regardé tous les sondages disponibles sur les États clés intéressants. Sur les États clés. Donc, le Michigan, par exemple, la Pennsylvanie, tout ça. Voilà, exactement. Donc, compte tenu bien sûr des paramètres électoraux de l'élection américaine, c'est pas hyper pertinent, même si c'est un indicateur quand même, de regarder les sondages au niveau national. C'est-à-dire qu'en France, on se préoccupe pas de savoir si la Somme va changer de majorité pendant que la Haute-Garonne demeure un bastion de la gauche. On regarde les sondages au niveau national. Aux États-Unis, c'est un peu différent, vous le savez. Alors, quand même, malgré tout, au niveau national, Trump est quand même donné au-dessus de Biden. On lui donne donc le vote populaire, sachant que traditionnellement, on ne lui donnait pas, que ce soit en 2016 ou en 2020. C'est la première fois depuis, Eisenhower, je crois qu'un président républicain aurait la majorité de la population. Ah oui? Même non, Nixon il l'a eu quand même. Oui, j'en suis même pas sûr. Là, en 68, là, c'est pas impossible. Ou en 72. En 72, il a un résultat hallucinant États, contre McGovern. C'était très violent cette élection. Donc pareil, ça m'étonnerait que Ronald Reagan n'ait pas eu le vote populaire. Non, je crois pas qu'il l'a eu. Ah ouais? Peut-être qu'il a eu. Je vérifierai, mais parce que Ronald Reagan aussi, c'était un parce gros, que vous avez succès. Quand même la Californie, l'État de New York et l'Illinois, là, les Chicago et tout, qui étaient d'immenses centres où il y a beaucoup de monde, qui votaient toujours démocrates. Ouais. Donc, ce qu'on oublie, et quand vous êtes dans ces États-là, si vous êtes républicain, vous n'allez même pas voter parce que votre vote sert à rien. Oui, c'est ça. Oui, la majorité, elle est à plus de 60%. Donc, c'est même pas la peine d'aller voter. C'est pour ça qu'on me dit, celui qui doit être élu, c'est celui qui a la majorité du nombre de voix. Je leur dis une seconde, à ce moment-là, le résultat des élections ne serait pas le même. Ouais. Parce que les républicains iraient voter dans les endroits où ça ne sert à rien d'aller voter pour un républicain. Donc, c'est encore des gens qui ne connaissent rien à la Constitution. Mais donc, ce serait la première fois. Donc, il est en train de se passer quelque chose de bon, mais le vrai truc important sur lequel il faut se fixer, c'est
qu'est-ce qui va se passer avec le vote des Noirs? Parce qu'ils ont toujours voté démocrate, et là, il semble bien que déjà la fois d'avant, ils avaient déjà voté quasiment à 20% pour Trump, ce qui était étonnant, et là, ils seraient en train de passer la barre des 30%. Alors, si les Noirs passent à 30%... Et Trump convainc aussi une grosse partie des latinos. C'est pas du tout l'électorat de base des républicains, mais après... Mais les latinos sont violemment contre tout ce qui est LGBTQ, etc., pour des raisons familiales et religieuses. Donc c'est pas... Là. C'est un électorat compliqué parce qu'à la fois ils sont... ils sont très conservateurs socialement. Alors voilà, ils sont conservateurs socialement. Après, bien sûr... Et la famille, pour eux, c'est très important. Ils peuvent être... comment dire? Ils peuvent avoir un sentiment d'appartenance envers le président ou la majorité politique qui les a laissés passer dans le pays. Donc par exemple, là, les 6 millions d'immigrés qui, pour le moment, en tout cas, sont illégaux, bah forcément, si un jour ils peuvent voter, ils vont plus facilement se tourner vers les démocrates que vers les républicains. Parce qu'ils diront, il y en a déjà assez, c'est pas la peine d'en faire rentrer. Et après, il y a aussi, en fonction des États, pareil, l'électorat latino, par exemple, ne vote pas pareil au Texas, en Floride et ailleurs. En Floride, c'est tous des Cubains. Alors, Floride, ils votent contre les démocrates comme des malades. Tout à fait. En Floride, bah, ça s'est vu l'an dernier, lors des midterms, ils ont totalement adoubé, comment s'appelle-t-il, DeSantis. C'était une majorité écrasante. Au Texas, pareil, ils votent plutôt relativement conservateurs. Et ailleurs, c'est parfois assez différent. Donc voilà, c'est des électorats qui sont pas forcément toujours hyper cohérents. Non, mais les élections américaines, c'est une élection extrêmement importante qui arrive parce que, en fait, il faut pas se tromper, il faut pas raconter d'histoire. Trump, c'est l'anti-État profond. Et on a bien vu à la réaction de cet État profond, tous les journaux, tout ça, qu'entre lui, on lui trouve tous les péchés de la terre, alors que je vois pas ce qu'il a fait. Moi Trump, c'est pas qu'il me fascine, mais ça me paraît pas un si mauvais gars que ça, par rapport aux autres qui sont tous des assassins. Et le Parti démocrate avec Biden aujourd'hui, c'est vraiment maintenant totalement le parti de l'État profond. C'est vraiment tous les fauteurs de guerre, les assassins, avec la CIA. Avec une partie des républicains aussi, les Nikki Haley, les Mitt Romney, etc. Ils sont fait sortir par Trump. Et donc ça va être vraiment le peuple, cette élection, contre l'État profond. Ça va être une élection extraordinaire parce que justement, l'État profond sait que s'ils perdent, à ce moment-là, Trump va reprendre le contrôle de l'appareil d'État, en particulier de la justice, du département de la justice, qui va virer tous les types de la CIA, du FBI, etc. Et que là, une fois qu'il y aura un vrai ministre de la Justice qui fera son boulot, vous allez vous retrouver avec toute une série de gars qui rentôlent. Parce que, je sais pas, vous savez, il y a un pauvre gars qui est mort en Russie, je sais pas comment il s'appelle, dans une prison. Oui, Navalny, ouais. Navalny, etc. Et tout le monde a poussé des cris, c'est abominable. Quand le type est mort dans sa prison, le pédophile, pas Weinstein, comment il s'appelait vous savez, celui qui est oui, Epstein. Epstein, voilà, celui qui a Epstein mort dans sa prison, qui était un assassinat, on le sait aujourd'hui, puisque... C'est probable. Non, mais c'est certain. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs son frère l'a dit, Trump l'a répété. Tout le monde sait que c'était le ministre de la Justice à l'époque. Trump a dit, c'est bien triste, mon pauvre monsieur, mais ça n'a rien à... Et le corps on s'est débarrassé du corps en 5 minutes. Donc, vous voyez encore cet état profond. Quand c'est Navalny, et que c'est affreux, c'est un drame contre la démocratie. Quand c'est Einstein qui avait des dossiers compromettants sur tous les gens de l'état profond, personne ne dit un mot. Et par contre, quand il y a le pauvre là de Wikileaks, Julian Assange. Oui. Julian Assange, personne ne dit un mot, il n'y a pas un journaliste qui s'élève, il n'y a pas de manifestation. Donc, la seule chose qu'on ait le droit de dire, c'est de dire que les Russes tuent les journalistes, mais que nous, qui les tuons, c'est certainement pour le bien des autres journalistes. Donc, vous voyez, quand je vois cette espèce d'hypocrisie extraordinaire de cette presse qui gueule contre qui nous fait des articles larmoyants, et puis de l'autre côté, quand c'est chez nous qui ferment leur gueule, je me dis, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Moi, ça me met dans un état de rage, parce que Julian Assange, c'est un grand homme. Mais alors, par exemple, sur Julian Assange, j'ai vu des gens dire comme argument qu'il avait mis en danger quand même des gens qui avaient aidé les Américains. Mais on s'en fout.
D'abord, il est pas citoyen américain, c'était en Angleterre. Et c'est tout à fait son droit de dire qu'il y a eu un coup d'État qui a été fomenté pour le compte des Américains par José Rodriguez. Et c'est en effet, si M. Rodriguez prend une balle entre les deux yeux parce qu'il a fomenté un coup d'État pour la CIA, bien fait pour sa gueule. Oui, non, mais au-delà de ça, c'était par exemple, en Afghanistan, par exemple, il y a plein d'Afghans qui ont aidé les services américains. Il y a plein d'Allemands qu'on a abandonnés, qui ont tous été tués. Voilà. Non, mais foutons bien la paix aux gens, surtout, qu'est-ce qui donne le droit aux Américains d'extrader un citoyen, qui n'est pas anglais d'ailleurs, qui est australien, en Grande-Bretagne, pour avoir dénoncé des crimes faits par la CIA en Afghanistan. Là-dessus, par exemple, j'en veux plus à la Grande-Bretagne d'avoir accepté... La Grande-Bretagne a signé, il y a 20 ans, ce qui m'a toujours sidéré, un traité d'échange de prisonniers. Ils n'avaient aucune raison de le signer. Ouais. Mais donc, si vous voulez, en plus, je comprends même pas la base juridique de l'attaque contre Assange. Mais vous voyez très bien que Assange, tout le monde se tait parce que quand même c'est un type au poil, donc on va surtout pas le défendre. Epstein, il est assassiné, tout le monde ferme sa gueule parce qu'on sait jamais. Et puis, alors on a Navalny, là, qui était probablement un agent de la CIA. Là, c'est les grandes orgues, tout le monde pleure, c'est abominable, on l'a tué dans la prison. Mais comment on a tué Epstein ? On l'a tué dans sa prison, pareil. Ouais. Surtout, Navalny, il est plus probablement mort de faim ou de je sais pas quoi que pendu, suicidé dans le dos. Je sais pas de quoi il est mort, mais ce qu'il y a de certain, c'est que il a été tué, les deux ont été tués. Ouais. Donc pourquoi un déchaînement d'horreur et de l'autre côté un silence en disant oui c'est sûr, ce qui vous arrive en c'est sûr, il y avait un côté signalement de vertu qui était pas très bienvenu. Oui, ils me cassent les pieds ces journalistes. Enfin bref, pour revenir au sondage plus américain, ce qu'il faut noter, c'est que déjà il y a 97% de ceux qui ont voté pour Trump en 2020 qui veulent de nouveau voter pour lui en 2024, contre 83% des électeurs de Biden de 2020. Donc déjà, rien que ça, le fait que Biden en fait n'arrive pas à conserver autant de son électorat, ça fait totalement basculer l'arithmétique. C'est 10% de l'électorat de Biden qui n'était pas là, mais ça c'est autre chose. Oui, il y a une partie qui est partie en route. Là, qui n'est jamais existé. Effectivement. Enfin, il y a quand même plusieurs millions, je pense, qui sont véritablement levés le dimanche et qui ne se lèveront pas la prochaine fois. Ensuite, donc, il faut espérer, si vous voulez être président américain, remporter 270 grands électeurs. Et alors, on peut déjà faire une liste des États bleus et des États rouges, des États démocrates et des États républicains, pour faire une première estimation du nombre de grands électeurs qu'ont chacun des candidats. Donc, par exemple, pour les démocrates, on a les États de Washington, l'Oregon, la Californie, le Colorado, le Nouveau-Mexique, l'Illinois, le Minnesota, la Virginie, l'État de New York, Washington DC, qui est pas un État, mais enfin qui a trois grands électeurs, le Maryland, le Delaware, le New Jersey, le Connecticut, Rhode Island, le Massachusetts, le New Hampshire, le Vermont et le Maine. Et ça donne du coup un score de départ de 226 pour Joe Biden. Pour les républicains, on a l'Idaho, l'Utah, le Montana, le Wyoming, le Dakota du Nord et du Sud, le Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, l'Iowa, le Missouri, l'Arkansas, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama, la Floride, le Tennessee, le Kentucky, l'Indiana, l'Ohio, la Virginie occidentale et la Caroline du Sud. Donc là, on aurait 219 grands électeurs. Donc ensuite, en partant de ça, par élimination, il suffit d'analyser les différents sondages dans le reste des États, donc à savoir l'Arizona, le Nevada, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Et alors, on va faire dans cet ordre-là. En Arizona, Trump est donné vainqueur avec une marge moyenne de 5,5%, ce qui est quand même assez énorme. Alors même si on peut imaginer que ça va la marge sera moindre, il est quand même assez certain que cet état basculera pour Trump. Ça fait plus 11 grands électeurs. Dans le Nevada, la marge moyenne en faveur de Trump, elle est de 7,7%, encore plus forte. Il y a un sondage d'ailleurs récent du New York Times qui est pas forcément hyper sympa avec Trump de manière générale, qui lui donne même 11 points d'avance. Par ailleurs, le dernier sondage favorable à Biden dans cet état remonte quand même au mois d'octobre. Trump continue de monter encore et encore, donc même si la marge peut au final se réduire, elle est tellement énorme qu'à mon avis on peut céder le Nevada à Donald Trump. Ça fait plus 6 grands électeurs.
Dans le Wisconsin, Trump est donné en moyenne gagnant avec 1 point d'écart. Alors cependant, le dernier sondage favorable à Biden, il remonte aussi au mois d'octobre, ça commence à dater. Alors cependant, la marge est quand même relativement faible, donc je vais pas tout à fait le concéder à Trump. Ça reste, selon moi, un État à surveiller qui contient 10 grands électeurs. Dans le Michigan, Trump est donné gagnant avec 3,5 points d'avance en moyenne. Tous les sondages depuis novembre le donnent gagnant dans cet état, donc ça reste à surveiller, mais enfin pour l'instant c'est une position assez confortable, ça fait plus 15 grands électeurs, et c'est là qu'il faut suivre, parce que du coup si on ajoute l'Arizona, le Nevada et donc le Michigan que je viens de citer aux états qu'on avait déjà avant, pour Donald Trump, on arrive à 251. Donc on arrive presque à 272. Et juste après, on a la Pennsylvanie. Et la Pennsylvanie, c'est 20 grands électeurs. Et donc déjà, si on arrive là avec la Pennsylvanie, ça fait 271 et ce serait validé pour Trump. Donc en ajoutant l'Arizona, le Nevada, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Alors cependant, Biden y est donné quand même gagnant avec une marge très faible, 0,8%. Et fait intéressant, parce que j'ai regardé les plusieurs scénarios. Et dans le cas où, bien sûr, Kennedy se présente, ce qui semble être le cas quand même, Kennedy aurait 10% dans cet État, et il ferait basculer l'État en faveur de Trump avec une marge de 4%. C'est-à-dire que dans tous les États dans lesquels il se présente, en fait, il fait basculer encore plus la marge intéressant, pour c'est que si Trump. Kennedy emporte 5 États, à ce moment-là, le président des États-Unis est élu par la Chambre des représentants. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc si Kennedy est en tête dans 5 de ces États-là, Ouais. C'est les chambres de représentants qui déterminent le président, Ouais. qui l'élit. Après, ça me semble assez peu probable quand même. Il est donné généralement entre 7 et 11% dans la plupart des États. Oui, mais j'ai une confiance tout à fait relative dans les sondages. Ah oui. Oui. Ouais, moi quand même, je trouve que bien sûr, il y a plein de sondages qui se trompent, hein, c'est même la norme. Mais enfin, ça me paraît tellement énorme comme différence. Je pense pas qu'il sous-évalue à ce point. Moi, si vous voulez, il me semble que la quasi-totalité des démocrates de bonne facture, ceux que j'aimais quand j'étais jeune, quand j'étais aux États-Unis, qui étaient des types au poil, j'imagine pas une seconde qu'il y a un de ces gars-là qui va voter pour Biden plutôt que pour Kennedy. Parce que Kennedy, c'est un type... Bon, il a des tas de défauts, j'en doute pas, mais c'est un type honorable, c'est un Kennedy. Donc, pour moi, aujourd'hui, les sondages, c'est perçu comme faisant partie de l'arsenal de la classe dominante, et pour essayer de vous coincer... Donc, si on vient vous demander pour qui vous allez voter, vous direz Biden. Ouais. Enfin, mais là, vous voulez mentir. Là, jusque-là, je vous ai quand même donné des sondages qui sont plutôt favorables à Trump. Oui, mais... Surtout que là, j'ai vraiment fait Trump, les gens qui votent pour Trump, je veux bien le croire. Ouais. Je veux dire, c'est à l'intérieur du camp démocrate que je suis ici. Si j'ai le choix, moi, je suis un démocrate moyen aux États-Unis, dans l'Est des États-Unis. Si j'ai le choix entre Kennedy et Biden, je choisirai toujours Kennedy. Ouais. Oui, mais après, c'est difficile de se mettre dans la tête d'un démocrate parce que c'est... Non, mais le démocrate de base, il va dire qu'il va voter Biden parce qu'il veut pas être emmerdé. Il veut continuer à être invité dans les dîners en ville. Il dira jamais qu'il a voté Kennedy. Mais je suis pas du tout certain qu'il va pas voter, qu'il va pas voter Kennedy, quoi. Ouais. Pour moi, la vraie question, c'est Kennedy aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire un déplacement des voix à l'intérieur du Parti démocrate suffisant pour... Comme au Canada, si vous voulez, il y a Trudeau aussi qui va aller des élections. Je suis persuadé qu'il va arriver un certain nombre de ces partis de gauche qui est arrivé au Parti socialiste français. Ils vont disparaître parce qu'ils ne correspondent plus aux appels du public. Ils ne défendent plus les petits gens. Donc, il y a de la place pour un nouvel parti populaire de gauche. C'est ce que Mélenchon est en train de rater complètement, mais ça, c'est triste. Et donc, moi, je crois absolument pas à ces sondages, parce qu'un sondage à 3 personnes, vous savez pas ce que ça donne. Ouais. Comment dire, c'est sûr, ça rajoute une inconnue assez importante. Mais c'est pas que ça rajoute une inconnue importante, ça donne une énorme capacité aux gens de mentir. De ne pas dire la vérité. Ouais.
Donc, s'il y a une surprise dans cette élection, elle viendra de Kennedy. Oui, alors ça c'est sûr. Et elle viendra, et à ce moment-là, ça va être la grande question constitutionnelle aux États-Unis. Déjà, pour moi, la surprise est suffisamment importante. C'est-à-dire que d'habitude, les candidats indépendants, ça existe, mais ils font rarement jamais. Il y avait Perrault qui avait fait perdre Bush. Hein. Ouais, mais comment dire, il y avait Theodore Roosevelt qui avait perdu, mais enfin. Oui, ça c'était en 1912, ouais. Et effectivement, il avait fait gagner Roosevelt. Pour moi, cette élection, ça va se jouer sur deux choses. D'abord, la participation électorale. Et je crois que l'enthousiasme, si je regarde les foules qui vont au meeting de Trump, il y a des foules gigantesques. Donc, les électeurs de Trump sont très motivés. Donc, il va y avoir le côté enthousiasme va aller vers Trump. Et le côté, pour moi, la vraie question, c'est pourquoi vous voteriez pour un gars comme Biden, qu'est-ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire le politicien crasseux qui a toujours été corrompu, qui a toujours trahi, qui a toujours fait que des bêtises à la Washington, qui termine riche alors qu'il n'a jamais travaillé, etc. Et un Kennedy. Et je ne crois pas que les gens vont voter pour le crasseux. Bah ouais, mais je pense qu'il n'est pas perçu vraiment comme crasseux par suffisamment de gens pour... mais peut-être que vous avez raison. Hein. De toute façon... Mais s'ils ne savent pas qu'il est crasseux, c'est qu'ils n'écoutent jamais la radio ou la télévision. Hein. Bah ça, je veux bien le croire. Enfin, télévision, ils écoutent... ils écoutent CNN, bien entendu. Ouais. Enfin, CNN, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu les 9/10 de leur vue depuis 10 ans. Hein. Ouais. Donc, si vous voulez, la capacité de ces gens-là de mentir, c'est comme le Monde ou... BFM TV, si vous voulez, c'est que les gens qui écoutent BFM TV, vous vous dites qu'il est vraiment très con. Quoi. Ouais. Ou alors il se fait du mal, c'est mon cas par exemple. Ah oui, vous êtes forcé, vous, parce que sinon vous n'êtes pas payé, mais ça, mon pauvre garçon. Voilà ce que c'est que d'être un salarié, c'est terrible. Ouais. Vous suivez les ordres. Enfin, pour terminer, il reste la Caroline du Nord et la Géorgie. Donc en Caroline du Nord, Trump est donné avec une avance de 5,7 points. Et ça fait plus 16 grands électeurs. Et enfin en Géorgie, Trump est donné gagnant avec 6,5 points. Et là, ça fait plus 16 grands électeurs aussi. Donc si on laisse de côté le Wisconsin et la Pennsylvanie, on aura toujours 226 grands électeurs pour Biden contre 283 pour Trump, ce qui est donc suffisant, avec une marge de 13 pour obtenir la victoire. Donc je vois vraiment pas de scénario dans lequel Trump le vrai scénario, ça va être ce qui va se passer ensuite au Congrès, la Chambre des représentants et les Sénats. Parce que ça fait une grande différence si Trump est élu avec une des deux chambres contre lui ou s'il est élu avec les deux chambres avec lui. S'il est élu avec les deux chambres avec lui, ça va être le grand nettoyage. Ouais. Ah bah, j'espère en tout cas. Pour retrouver nos démocraties, il serait nécessaire que ça se passe. Oui. Ouais, je le pense aussi. Donc voilà, je pense que c'était une vidéo dans laquelle il y avait pas mal de bonnes nouvelles. Parfois, on peut nous reprocher de donner que des mauvaises nouvelles. Non, pas du tout. Enfin, parfois, voilà, il y a aussi des raisons d'espérer. Il se passe aussi des trucs sympas. Je trouve qu'on est dans une époque qui concentre... à la fois le meilleur et le pire de ce qu'on peut faire. C'est une époque assez intéressante malgré tout. Il se passe beaucoup de choses bizarres. C'est la malédiction chinoise. Puissiez-vous vivre dans des temps intéressants. Ouais. Et ben les temps sont intéressants. Je crois que les temps sont intéressants. Voilà. Effectivement. Donc voilà, je vous laisse avec ce message d'espoir. De ce que j'ai vu, Trump va gagner. En tout cas, si vous êtes pour Trump, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sinon, désolé pour vous. Et je me demande ce que vous faites là. Comment vous avez tenu aussi longtemps. Exactement. Enfin voilà. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis que ces émissions, elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, que nous sommes sur Twitter, que nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook également. Aussi que nous sommes ici. On est partout. On monte de plus en plus, et vous le croirez pas, ils nous payent de moins en moins. Donc on va prendre des mesures. Effectivement, nous allons prendre des mesures. Et nous vous détaillerons ces mesures dans des temps ultérieurs. Voilà. Sur ce, je vous remercie bien sûr pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur l'Institut des Libertés. Merci encore.